Donc, j'invite Antonina, qui vient de Tartu, où elle étudie en M2 à la faculté de philologie. Et Antonina s'intéresse à la poésie de Valentensky et de Yakovlev, et elle a collaboré avec ce programme que vous connaissez tous, qui est Azamas, notamment, pour des contenus relatifs à Pushkin et son œuvre. Voilà. Et donc, Antonina va nous parler de l'élégie russe au XIXe siècle. Son intervention s'appelle « Une autre approche de l'histoire de l'élégie russe au XIXe siècle, du canon à la périphérie ». La période pushkinienne est sans S'il vous doute plaît. plus importante. L'élégie peut paraître déjà bien étudiée grâce aux recherches formalistes et à des recherches plus tardives, notamment de Boris Tomaszewski, Irina Semenkov, Lydia Ginsburg et Vadim Vatsov. Toutefois, les élégies abordées par les études littéraires sont généralement celles qui sont écrites par les poètes les plus connus. De ce fait, l'histoire de la littérature de cette époque et du genre de l'élégie est présentée comme celle de grands noms tels que Joukovski, Batyushkov, Pushkin et Valentensky. En conséquence de cette approche, les corpus d'élégie canonique étaient parus dans les anthologies d'élégie russes, par exemple celle qui a été publiée dans les séries savantes La bibliothèque du poète en 1991. Après avoir numérisé cette anthologie, on a obtenu un corpus de 176 élégies canoniques, daté de 1815 à 1835, et écrit par 34 auteurs. Ce corpus est relativement petit, avec seulement 37 000 mots et 100 000 vocabulaires. Il faut dire que dans ce corpus, il y a plusieurs textes qui n'ont jamais été intitulés élégies, comme par exemple les épîtres poétiques de Pushkin ou les chants russes La forêt de Koltsov. Une autre façon d'étudier l'élégie est de recueillir les textes intitulés élégies et publiés dans des périodiques ou des recueils de poésie. Les textes d'un tel corpus représentent ainsi l'histoire de genre indépendamment du canon moderne et permettent d'étudier la manière dont d'autres auteurs ont transformé les genres. Dans ce but, j'ai constitué un corpus de 380 textes tirés de 60 000 journaux et almanachs de 1815 à 1835, avec condition qu'ils aient été intitulés élégies à la source. Il y a aussi 80 poèmes tirés de recueils de poésie où il y avait une section d'élégie. Au total, dans ce corpus, qu'on peut dire inclusif, il y a 460 élégies qui contiennent environ 100 000 mots et près de 8 000 vocabulaires. La moitié des textes du corpus canonique sont également inclus dans les corpus inclusifs parce qu'ils correspondent à la condition d'intitulé et qu'ils sont publiés dans des périodes. Donc, ce que j'étudierai, ce sont les poèmes qui s'appellent élégies et pas le genre de l'élégie en général. Les différences entre les deux corpus résident non seulement dans la quantité de textes, mais aussi dans la précision de la datation. Bien qu'on peut construire traditionnellement la date de la création d'un poème, en constituant le nouveau corpus, j'ai cité la date de la publication pour ne pas mélanger les différentes révisions. Il est par conséquent prévu que quelques poèmes puissent avoir 2 ou 3 variantes différentes à des moments différents. En plus du contrôle de version, la date de publication peut donner une vision plus précise des élégies lues par le public à un certain moment.
tous les textes ont été numérisés et réécrits selon l'orthographe du russe moderne. Après, tous les mots dans les textes ont été lemmatisés, ou autrement dit réduits au lemme ou forme canonique, comme le verbe à l'infinitif ou le nom au singulier et au nominatif. Ce traitement, fait par un analysateur morphologique MySQL, permet de faire une analyse lexicale plus efficace malgré la complexité des inflexions en russe. Pour l'analyse computationnelle, je supprime aussi les mots utiles, comme les prépositions, les conjonctions et les déterminants, pour laisser seulement les mots lexicaux et les pronoms. En ayant les deux corpus, on peut comparer les corpus inclusifs avec les corpus de légit canonique. Les éditeurs de l'anthologie sur laquelle le corpus canonique est basé ont déclaré que ce corpus ressuscite l'histoire du genre et représente les élégies exemplaires et parfaits en tant qu'importants en fonction de la typologie des élégies. Or, on peut avancer que l'histoire d'un genre ne peut pas être représentée par un petit nombre d'exemples bien choisis. Ainsi, on peut supposer qu'il y a des différences entre les deux corpus au niveau de la langue, avant tout des différences lexicales, et par conséquent au niveau des thèmes élaborés dans les élégies à un certain moment. Pour étudier cette hypothèse, j'utilise l'approche numérique, notamment la méthode computationnelle qui s'appelle modélisation thématique. Cette méthode a été déjà appliquée pour analyser les textes littéraires, par exemple pour étudier les thèmes présentés dans des pièces de théâtre classiques ou pour examiner un journal personnel de Marc Labarre. La méthode de la modélisation thématique permet de révéler la structure thématique d'une collection de textes, ou autrement dit d'un corpus. Généralement, cette méthode est basée sur l'allocation de directions latentes qui définit les probabilités de mots fondées sur leur fréquence. Ici, un petit exemple pour expliquer comment... C'est un petit exemple très simple pour expliquer comment cette technique fonctionne. Il y a cette collection de 3 textes. J'aime le chocolat sans sucre. Pourquoi le lait et les yaourts sont blancs? Le chocolat au lait contient beaucoup de sucre. Donc, on peut dire qu'il s'agit dans le premier texte de chocolat et de sucre. Dans le deuxième, de lait et de yaourt. Mais dans la troisième phrase, il s'agit de chocolat avec sucre et de lait ensemble. Voyons comment le modèle fait la division. Par exemple, on veut diviser la phrase en 2 catégories et voir les thèmes de la troisième phrase. Premièrement, on calcule les fréquences de tous les mots dans chaque texte pour avoir la matrice de fréquences comme celle-ci. Après, la méthode LDA calcule les probabilités de mots selon leur fréquence et selon la loi de Dirichlet. LDA considère chaque texte comme un mélange de tous les thèmes et il est fort possible qu'il ait une proportion de 2 thèmes pour le troisième texte. Il est aussi possible de voir quels sont les mots les plus probables dans un thème. Et ici, par exemple, ce seront les mots chocolat et sucre évidemment pour le premier thème. Ainsi, l'estimation computationnelle peut nous montrer ces résultats. Il y a une probabilité élevée que les premiers textes sont représentés par le thème 1, on peut dire celle du chocolat et du sucre, alors que le deuxième renvoie au thème 2, c'est celui du lait. Finalement, il faut remarquer la proportion de probabilité de ces thèmes dans le troisième texte. En général, ce texte est plus proche du premier thème, celui du chocolat, mais le thème 2 est présent aussi avec une petite probabilité. Bien sûr, c'est un exemple très simplifié. Retournons à notre hypothèse qu'il y a des différences lexicales et thématiques entre les 2 corpus d'élégie. La méthode de la modélisation thématique permet de l'examiner en faisant un modèle LDA pour 2 corpus. Dans ma recherche, j'utilise le langage de programmation R et 2 bibliothèques spécialisées pour faire le modèle.
Grâce à ces outils, j'ai construit le modèle avec 10 thèmes dont la distribution est différente dans les deux corpus. Ici, vous pouvez voir la distribution de 10 thèmes dans les corpus inclusifs à gauche et dans les corpus canoniques à droite. Les colonnes présentent la distribution des thèmes dans les lignes de temps de 1815 à 1835. À première vue, on peut dire que les différences thématiques entre les deux corpus sont visibles plus ou moins. La distribution des thèmes dans les corpus canoniques est moins stable, comme ça, était le plus variée d'une période à l'autre. De plus, la dernière colonne ici est déformée à cause du manque de texte. Les élégies sélectionnées pour les corpus canoniques sont assez différents et par conséquent, il est difficile de retracer la manière dont les genres s'est développé. L'évolution des thèmes dans les élégies est plus stable et plus visible dans les diagrammes de gauche, celui du corpus inclusif. Ainsi, on peut se demander quels sont les thèmes entrés dans ce diagramme et comment c'est évolué. Les thèmes obtenus reflètent en gros les sous-genres de l'élégie russe qui ont été élaborés, par exemple, dans la recherche de Vatsula. Et comme je l'ai déjà dit, le modèle nous donne une liste des mots les plus fréquents ainsi que les plus importants pour chaque thème. Par exemple, le thème 5 correspond aux élégies historiques, où il s'agit des héros de guerre qui sont morts sur les champs de bataille. Vous pouvez voir un petit exemple de Thomas qui est ici. Selon le modèle, les mots les plus fréquents dans ce thème sont par exemple la gloire, les héros, l'épée, la patrie et la bataille. Donc, dans les corpus canoniques, ce thème, ici, est assez courant jusqu'à la fin des années 1820. Par contre, dans les corpus inclusifs, ce thème est courant jusqu'à la fin des années 1810, après les guerres napoléoniques, mais pas après. On peut voir un développement semblable pour le thème 6, qui est consacré à l'image du poète et sa muse. Vous pouvez voir un exemple. Assez bien distribué dans les corpus canoniques, ce thème n'est pas bien visible dans les corpus inclusifs après les années 1810. Le thème 7 représente la lamentation ou l'élégie funèbre avec les mots-clés comme le cœur, la larme, la vie, la mort et la tombe. Donc c'est l'élégie le plus classique, on peut dire. Selon le modèle du corpus canonique, l'élégie funèbre n'est pas très courant dans la première moitié des années 1820. En revanche, elle est présente dans les corpus inclusifs jusqu'au début des années 1830. La lamentation est aussi près du thème 9, car les mots-clés correspondent ici à l'élégie sur l'amour d'un poète. Ce sous-genre d'élégie s'est développé dans la poésie russe grâce aux traductions d'élégies de Charles Milvois, La chute des feuilles. Et on peut voir les sujets de cette élégie dans les mots-clés là. Ce thème est bien distribué dans les corpus inclusifs pour toute la période. Et on peut supposer qu'il y a beaucoup de traductions. Les thèmes 3 et 4 présentent les motifs de la vie rêvée. Le troisième thème reflète le topo idyllique avec les éléments emblématiques de Locus Amalus, tels que le ciel, la terre, la forêt, l'eau et l'homme. Le quatrième thème aborde les motifs du rêve et du bonheur ainsi que ceux du printemps. Bien que les troisième thèmes sont bien présentés dans les corpus canoniques, ici, il y a beaucoup,
Les données du nouveau corpus nous montrent que le thème 4, ici, le thème 4 avec les paysages de printemps et les motifs de rêve, est aussi courant dans le genre élégiaque pour toutes les périodes étudiées. Finalement, il faut souligner que les thèmes les plus fréquents pour les deux corpus abordent les motifs de l'amour. Ce sont les thèmes 1 et 8. Et dans le premier thème, le portrait d'une femme est souligné par l'algorithme. Ici, on peut voir les mots en forme archaïque, tels que oka, cello ou star, et les adjectifs pour les décrire, par exemple gentil et adorable. Il fait noter que les pronoms pour la destinatrice, tu et elle, sont aussi très fréquents dans ce thème. Par contre, le thème 8 décrit l'amour du point de vue d'un personnage à la première personne qui parle de l'amour. Ces deux thèmes sont courants à la fois dans le corpus canonique et dans le corpus inclusif. En même temps, dans le diagramme de corpus inclusif, on peut voir que le thème 8, en orange ici, n'est pas courant au début de la période dans les années 1810. Pas beaucoup. À vue de cette évolution, on peut dire que le thème de l'amour, excusez-moi, mais il n'y a pas beaucoup de ce thème au début des années 1810, mais ce thème se devient plus en plus populaire vers la fin de la période. Au vu de cette évolution, on peut dire que le thème de l'amour et du paysage de printemps prévalent dans les élégies après 1825. En même temps, le modèle permet de voir une baisse régulière de la fréquence d'autres thèmes, par exemple la disparition des élégies historiques, en rose ici, et des élégies funèbres ici. Funèbres. Ces conclusions se relèvent une avenue prometteuse pour étudier l'histoire de l'élégie à l'aube des années 1830, une période où l'élégie russe a été assez peu étudiée. En résumé, on peut dire que généralement un corpus canonique est moins stable en fonction de la représentation de l'évolution thématique d'un genre, évidemment. En revanche, un corpus qui contient plus d'exemples d'un genre particulier peut montrer des résultats significatifs en termes de recherche littéraire numérique. La technique de la modélisation thématique permet d'étudier le développement des thèmes dans un grand corpus. Ainsi, les résultats qui sont obtenus par le modèle peuvent être importants pour les activités de recherche futures dans le champ de l'histoire littéraire. Merci beaucoup Antonina pour cet exposé et pour tous ces tableaux. Est-ce que vous avez des questions, des remarques sur cet exposé qui nous présente d'autres manières d'approcher les textes auxquels, en ce qui nous concerne, on ne s'est pas encore vraiment frotté, mais merci de nous avoir présenté tout ça. Alors, Cédric, j'ai une question de béotien total. Je n'ai pas tellement compris, enfin, si vous pouvez m'expliquer la différence que vous faites entre la quantité de mots dans un corpus et la quantité de vocables. Oui. Donc, c'est tous les mots, dans toutes les formes, mais vocable, c'est comme l'herbe. D'accord. Et parfois, les linguistes, par exemple, ils calculent, ils divisent le nombre de vocables, le nombre de mots, pour voir si le vocabulaire est grand ou petit. C'est-à-dire qu'il y a 37 000 occurrences de 5 000 mots. Oui, oui. Et ici, on peut dire qu'il n'y a pas beaucoup de vocables, donc le vocabulaire est assez petit et il y a beaucoup de formules politiques. Merci.
Catherine. Ça m'a peut-être échappé, mais est-ce que vous avez donné le choix des bandes temporelles 1815-1835 pourquoi commencer en 1815 et pourquoi s'arrêter en 1835? Et qu'est-ce qui a motivé le choix en fait? Il ne me semble pas que vous l'ayez, ou alors je ne l'ai pas entendu, mais non, vous ne l'avez pas abordé cette question, vous ne l'avez pas expliqué. C'est une question vraiment difficile. Ben oui. Il me semble aussi. Mais c'est une période, premièrement, où il y a de plus en plus de journées d'almanach, donc c'est l'époque de journaux de ça, mais en même temps c'est une période quand l'élégie de Pouchkine et Baratynsky étaient élaborées. Donc nous avons beaucoup d'études pour ce thème, pour cette période, et on peut en fait avoir un corpus qu'on peut comparer avec ces études. Et pour moi, c'est assez intéressant comment ça peut être comparé avec les élégies de Baratynsky. Parce que c'est pas les mêmes barrières chronologiques que celles du corpus canonique de Bibliotheca Poeta, qui commence au 18e. Oui, voilà, c'est la question. Pourquoi les élégies du 18e n'entrent pas dans votre corpus? Dans votre corpus inclusif. Parce qu'il me semble que ça serait très intéressant, justement, de le voir sur la fin du 18e. Oui. Pourquoi vous n'avez pas fait le 18e? Simple question. parce que Crime de l'Est 18e. Et moi, je ne suis pas 18e, il me semble. Mais il me semble quand même que c'est Si on ne important. s'occupe pas du 18e, Non, mais c'est important de le voir au début de l'élégie. Je ne suis pas seul. Je Non, suis mais d'accord. on est juste curieux par rapport à la méthode, par rapport Oui, oui, aux voilà, tout résultats. à fait. Et le choix des bornes temporelles est quand même très important. par exemple, dans des livres très importants pour ce thème, les littératures, il a dit que c'est la première période de l'évolution de l'Église. Après Batushkov. Ce qui suggère que, en l'occurrence, la méthode de genre distance reading, elle marque quand même des résultats d'une méthode plus traditionnelle de close reading de l'histoire de la littérature plus classique. Quoi. Elle analyse, elle creuse, mais par exemple pour ces questions de périodisation sur lesquelles on s'interrogeait, elle ne remet pas en cause la périodisation classique. Oui, mais c'est classique, je pense. D'accord. Parce que il y a de. Je pense que l'idée d'Innsbruck aussi dit que c'est la première époque de l'énergie. Mais est-ce que l'utilité de la méthode ne pourrait pas justement être appliquée à une période beaucoup plus vaste? Oui. Pour élargir du coup aussi les frontières du genre que vous redéfinissez en faisant le corpus inclusif. Le corpus inclusif permet de définir plus précisément, ou même de définir le genre. Mais ça, c'est en question de recherche parce que ici, je sais que c'est plus ou moins les mêmes genres dans cette époque. Mais si on comparait, par exemple, tous les élégies pendant 100 ans, on ne sait pas si c'est le même genre. Et si on trouve les sous-genres, aussi vraiment des choses différentes. Et par exemple, ici, dans les recherches, donc, dans cette recherche, il y a une période de 200 ans, je pense. Et là, on fait pas 10 thèmes, mais 160 thèmes, je pense. Et ce n'est pas une division de sous-genres, mais c'est les motifs ou quelque chose comme ça. Et on peut se trouver dans les résultats de modélisation thématique. Mais ici, c'est plutôt les sous-genres que je cherche. On a une dernière Mais question. une dernière question rapide, en fait, qui est double. Catherine Defretto. Et
c'est pas du tout pour remettre en cause votre méthode que je trouve très intéressante, pour qui simplement place à un niveau supérieur d'efficacité grâce aux outils modernes ce que les prédécesseurs ont fait de façon artisanale. Est-ce que les résultats thématiques remettent en cause les résultats thématiques que vous nous avez projetés? Est-ce qu'ils remettent en cause la présentation habituelle de l'élégie de cette période? Et est-ce que ça ne vous gêne pas quand même, puisqu'il s'agit d'un genre poétique, de traiter de thèmes sans maître? Dites oui, et comme ça. Non, nous vous écoutons. Вопрос о том, второй, по крайней мере, про то, что не странно ли это анализируя поэтические тексты, заниматься только темами, мотивами, а не метром. То есть даже не темы, а слова. Не учитывая метр, это первый вопрос. А второй, ваши заключения, они подтверждают или наоборот отклоняют то, что было написано до этого? Можете ответить по-русски. Смысл этого метода заключается в том, что сначала у нас есть частоты слов, но сложным статистическим методом с двумя скрытыми переменными мы можем распределить текст на темы. И в лингвистике и корпусных исследованиях это подтверждено очень точно, что действительно закон Дирихле позволяет нам выделить какие-то очень важные мотивы. То есть, переходя к модели, мы перестаем говорить о частотах слов только. Конечно, это очень просто может казаться по отношению к поэтическому тексту, в котором заложено очень много других смыслов, и каждое слово имеет много значений. Но, с другой стороны, то, что я хотела здесь сделать, это сравнить два корпуса и посмотреть, насколько они отличаются друг от друга, есть ли вообще смысл делать такой большой инклюзивный корпус. С другой стороны, мне нравится этот метод, потому что он не говорит, что один текст принадлежит к одной теме. Он говорит, что здесь есть распределение очень сложные разных тем, и поэтому мы можем смотреть, как эти темы распределяются во всех текстах вперед. И отвечая на другой вопрос, я могу сказать, что история жанров и жанра элегии и поджанров очень хорошо исследована до 25-го примерно года, до первой половины 20-х, и совершенно ничего, кажется, обстоятельно не написано про то, что произошло после, потому что в начале 20-х Боротынский, Пушкин и все поэты первого и даже второго ряда отходят от этого жанра. При этом в периодике и в альманахах, и даже в собраниях стихотворений остается довольно много элегий. Но они очень трансформируются. И последнее, что я могу здесь сказать, это то, что мое собственное исследование элегии Боротынского отчасти подтверждают те результаты, которые здесь получились в тематическом моделировании. Потому что в начале 20-х Боротынский написал очень много любовных и разных других элегий. В 27-м году он выпустил сборник, для которого он переделал некоторое количество элегий. И там интересно, что он оставил ранние редакции для так называемых исторических или унылых элегий, но он практически полностью переделал любовные элегии. Соответственно, с этим поджанром любовной элегии что-то в этот момент во второй половине 20-х происходит. И, судя по всему, это же видно здесь, потому что сам жанровый подзаголовок элегия начинает приобретать некоторую любовную оттенку. Судя по всему. Спасибо большое. Спасибо.